directeur de l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants, qui s'appelle donc IRIPI. Et il vient nous présenter la conférence « L'innovation sociale pour l'intégration des personnes immigrantes au marché du travail, l'importance du partenariat ». Avant de laisser la parole à M. Gullian, j'aimerais vous informer du déroulement de l'activité d'aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, il va y avoir une présentation de 30 à 40 minutes. Donc, on va laisser toute la place à M. Gullian pour sa présentation. Et par la suite, on aura un échange avec le conférencier. Alors, je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue et bonne conférence. Merci Anne-Marie. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc ma conférence s'intitule « L'innovation sociale pour l'intégration des immigrants au marché du travail ». Puis ce que je voudrais développer en fait avec vous, c'est deux, trois idées assez simples dans le fond. C'est d'une part faire un petit état des lieux de l'intégration professionnelle des immigrants au Québec, vraiment petit parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mettre l'accent peut-être sur une problématique qui je pense est une problématique qui résume pas tous les problèmes, mais qui résume une partie des problèmes. Puis expliquer finalement comment on travaille à l'IRIPI et un petit peu l'approche qu'on a, c'est une approche d'innovation sociale. Puis essayer d'expliquer ce qu'on entend par innovation sociale et enfin essayer de donner des exemples concrets de projets pour illustrer en fait comment on travaille. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que je vais d'entrée, vendre ma présentation. Vous pouvez partir, l'idée principale, c'est celle-là déjà. Mais c'est l'idée que finalement, l'intégration des immigrants, c'est une problématique complexe, multidimensionnelle et qu'on détient tous une clé de la solution: organismes communautaires, établissements d'enseignement, chercheurs, nouveaux immigrants, conseillers en emploi, etc. Et que la seule solution, à mon avis, pour améliorer les choses, c'est de travailler vraiment en partenariat. Donc c'est ça un petit peu le sens de la présentation. Donc avant de commencer, je vais présenter mon organisation. Donc l'IRIPI, c'est l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants. C'est ce qu'on appelle un centre collégial de transfert de technologie. Les CCTT, Centres collégiaux de transfert de technologie, existent depuis 1983. Jusqu'en 2009, il y en avait seulement dans les domaines de l'innovation technologique, donc procédés chimiques, électroniques, etc., etc. Et depuis 2009, le gouvernement du Québec a créé 6 centres en innovation sociale qui travaillent vraiment dans des domaines assez variés. J'y reviendrai tantôt. Donc en 2015, il y a 49 CCTT qui sont tous affiliés ou en tout cas reliés à des collèges au Québec. Donc 49, c'est un nombre assez important et chacun a un domaine de spécialisation. Les activités des centres collégiaux de transfert de technologie, c'est la recherche appliquée, ce qu'on différencie de la recherche fondamentale dans le sens où en amont du projet de recherche, il y a déjà une problématique très concrète qu'on essaye de résoudre, tandis que la recherche fondamentale, c'est une recherche qui génère des connaissances qui peuvent après éventuellement être appliquées dans des projets. On travaille en fait aussi, tous les CCTD travaillent à ce qu'on appelle le soutien à l'innovation, donc le soutien technique. Ce n'est pas vraiment la recherche, mais c'est des choses plus appliquées, plus techniques encore que la recherche. Et également, on travaille en formation et transfert de connaissances. C'est extrêmement important parce que les CCTT sont vraiment des institutions, des organismes qui sont entre les universités, je dirais, puis les milieux comme tout le monde, j'ai envie de dire comme le reste du monde en fait. Et on est vraiment une interface, on se veut vraiment une interface pour transférer des connaissances qui sont souvent générées en termes fondamentaux à l'université pour les appliquer dans des projets de recherche pour répondre aux besoins des communautés locales. Ça qui est extrêmement important à comprendre, c'est que notre objectif c'est avant tout de répondre à des problèmes que nos partenaires rencontrent. Et pour ça, on va mobiliser les connaissances nécessaires pour y répondre. Alors, j'ai parlé tantôt des centres collégiaux de transfert en innovation sociale. On les appelle les CCTT PSN parce que l'acronyme, c'est Pratiques sociales novatrices. Ils sont actifs dans des grands domaines qui constituent des défis sociaux importants au Québec. Donc, par exemple, la santé et l'éducation, l'innovation en agriculture. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'intégration économique et sociale des immigrants.
L'IRIPI, c'est un CCTT qui est un service du Collège de Maisonneuve. Donc, on est en fait on n'est pas un organisme incorporé, on est vraiment un service du Collège de Maisonneuve. Donc, évidemment, pour comprendre la mission de l'IRIPI, il faut comprendre un peu la mission du Collège de Maisonneuve avant. Le Collège de Maisonneuve, c'est un des plus grands cégeps de l'île de Montréal. C'est près de 10 000 étudiants qui étudient tant la formation régulière que continue. Et depuis une trentaine d'années, le cégep avait observé une diversification de sa clientèle, en fait, de la population étudiante. Et c'est beaucoup par la formation technique que l'idée a émergé de regarder, dans le fond, comment est-ce que cette population étudiante qui dispose qui suit des programmes au collège, souvent techniques, qui demandent de faire des stages en milieu de travail, comment ces jeunes en fait s'intègrent au marché du travail. Et c'est un petit peu en regardant des différentes problématiques qui ont émergé que le Collège de Maisonneuve a décidé en 2009 de créer l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants. Notre expertise, c'est vraiment de créer des solutions novatrices pour intégrer les immigrants au marché du travail et en partenariat avec tous les acteurs qui sont concernés par cette intégration, que ce soit les organismes communautaires, que ce soit les autres établissements d'enseignement, les ordres professionnels, les entreprises, le secteur public, parapublic. Donc on a une vaste palette de partenaires auxquels en fait on essaye de répondre à leurs besoins. Voilà, je vais terminer sur l'IRIPI. Je vais entamer une petite partie, malheureusement, qui n'est pas assez longue parce qu'il y a beaucoup à dire, mais sur l'état des lieux de l'intégration professionnelle des immigrants au Québec. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais juste, en fait, quelques chiffres qui sont relativement actuels, c'est les chiffres de 2014 qui concernent en fait les taux de chômage au Québec. Et là, vous voyez sur le tableau ici que pour les personnes nées au Canada, le taux de chômage en 2014 c'était de 7,7%. Pour l'ensemble des immigrants, c'était 11,1%, c'est-à-dire presque 50% de plus. Et ce qui est, quand on regarde les chiffres, ce qui est assez frappant, c'est que ce taux de chômage est plus important chez les immigrants qui sont arrivés récemment. Donc ceux qui sont arrivés entre 0 et 5 ans, c'est le moment de la période d'établissement où on observe le plus de difficultés. Et on voit qu'avec le temps, le taux de chômage diminue et pour atteindre quasiment le taux c'est toujours un peu plus, là, mais quasiment le taux de la population née au Québec. L'autre trait frappant aussi, c'est que on observe de la déqualification chez les personnes immigrantes. Alors, je ne vais pas jouer sur les mots là, mais il y a des sociologues qui parlent de surqualification, de déqualification. Moi, c'est une idée toute simple, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais je veux dire pour moi, c'est que ça engage pratiquement que moi, là, c'est que ce terme-là, je le trouve intéressant parce qu'il évoque l'idée d'un processus. Et en fait, les gens ne sont pas... si on parle de surqualification, en fait, c'est comme on prend une photo, puis la personne est surqualifiée pour le poste qu'elle occupe. Surqualifiée étant évidemment la probabilité qu'une personne en fait, occupe un poste qui demande moins de qualification que celle qu'elle a. Or, en fait, le terme de déqualification, il est intéressant parce qu'il fait vraiment, je pense, écho à l'idée d'un processus. Et c'est surtout ça qu'on observe, en fait, c'est quand on regarde les trajectoires, pas de tous les immigrants évidemment, mais de certains immigrants, on observe un processus de déqualification. C'est-à-dire qu'on arrive, on est sélectionné pour un certain nombre de compétences, il y a des difficultés d'intégration au marché du travail, on peut accepter des emplois, disons, parce qu'il faut survivre, et à partir de là, on sait que c'est moins évident de rejoindre des postes plus qualifiés. Évidemment, il y a c'est pas uniforme. Quand on parle de l'intégration des immigrants ou de l'intégration professionnelle en particulier, c'est important de nuancer quand même un certain nombre de choses. D'abord parce qu'il y a des sous-populations qui sont quand même plus confrontées à des difficultés que d'autres. Également, le statut de minorité visible, c'est également aussi un statut qui peut jouer sur, en tout cas qui est une variable qui est significative en termes de difficultés d'intégration professionnelle. Je vais évoquer les travaux d'un professeur à l'Université de Toronto qui s'appelle Jeffrey Reitz, qui lui a
a en fait étudié la sous-utilisation du capital, en fait sous-utilisation des compétences des immigrants au Canada. C'est comme ça que lui, c'est quelqu'un d'assez connu pour ceux qui sont à l'université. Il a sorti récemment une réactualisation de l'article qu'il avait écrit. Et ce qui est intéressant, c'est que lui note finalement une sous-utilisation, une augmentation de la sous-utilisation du capital humain des immigrants entre 1996 et 2006. Lui, dans le fond, il essaye de comprendre pourquoi, mais il note avant tout que la sous-utilisation du capital humain, c'est-à-dire des compétences des personnes immigrantes, pour l'économie canadienne, moi je n'ai pas regardé les chiffres pour le Québec, là, mais à l'échelle du Canada, ça constitue une perte importante pour l'économie. Et lui, il a tenté de chiffrer cette perte-là. Et il a noté qu'il a estimé qu'en 1996, cette perte pour l'économie canadienne s'élevait à peu près 4,8 milliards de dollars. Évidemment, les calculs sont complexes, mais c'est ça qu'il faut retenir du travail. En 2006, il a réactualisé ces chiffres-là et il a noté que la perte financière pour l'économie canadienne de la sous-utilisation des compétences des personnes immigrantes s'élevait à plus de 11 milliards de dollars. Fait que ce qu'on observe, c'est au travers du temps une augmentation non seulement de la sous-utilisation du capital humain, mais de ses conséquences aussi pour l'économie, qui est une perte financière en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il essaye de soulever des hypothèses sur pourquoi est-ce qu'on observe cette augmentation de la sous-utilisation du capital humain des personnes immigrantes. Et il a plusieurs hypothèses. Alors il se demande d'abord si c'est l'effet des cycles économiques. Est-ce qu'effectivement l'économie est en moins bonne santé, puis ça peut expliquer la sous-utilisation croissante. Il lui répond négativement. Il dit non, c'est pas l'économie c'est pas le cycle économique, c'est l'état de l'économie qui l'explique. Est-ce que c'est le changement dans les pays sources d'immigration? On sait que évidemment, on a changé en 1960 à peu près le système d'immigration au Canada. On est passé d'un système fondé sur les pays d'origine à un système à point, donc fondé sur les compétences. Mais lui, il dit que non, entre 1996 et 2006, il y avait déjà ce système-là qui était en place. Et donc, du coup, on avait déjà, entre guillemets, affaire à une immigration dite de pays non traditionnels. Ce qui ne veut plus rien dire aujourd'hui, parce que ça fait plus de 30-40 ans qu'il y a une grosse diversification de l'origine des pays sources, en fait, d'immigration. Mais bref, lui dit non, c'est pas ça, parce qu'en 1996, on avait déjà cette immigration qui était déjà installée. Il s'est posé la question de la qualité des diplômes. Il y a un débat je dirais, qui dure depuis au moins une dizaine d'années, là, si je compte bien, sur pourquoi est-ce que finalement les personnes immigrantes qui disposent d'un niveau de diplôme équivalent, voire supérieur à ceux des personnes qui sont nées ici, finalement, pourquoi est-ce qu'ils ont plus de difficultés à s'intégrer au marché du travail que les personnes d'ici? Puis il y a des gens qui disent que c'est parce que dans certains pays, le niveau, je mets entre guillemets, le niveau des diplômes est en fait moindre que le niveau des diplômes délivrés, mettons, en Amérique du Nord ou autre. Et pour ça, certains auteurs se basent sur les tests internationaux de compétences en littératie. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je nuancerai cette thèse-là. Vous avez compris que ce n'est pas forcément la thèse à laquelle je suis tout à fait d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on admet que ça c'est vrai, pour Reitz, ça n'explique pas la totalité de la perte financière que lui, il voit en termes de sous-utilisation du capital humain des immigrants. Et lui, il dit que même si c'était vrai, ce qui reste encore à démontrer, parce que les tests internationaux peuvent être, disons, entachés de certains biais, mais lui, il dit que non, ça expliquerait à peu près au maximum un tiers du chiffre. Donc, lui, il dit que finalement, quand on regarde ces hypothèses, on est obligé de se tourner vers d'autres types d'explications qui sont le fait qu'il existe d'autres obstacles à l'intégration professionnelle des immigrants, qui a pour conséquence évidemment une sous-utilisation des compétences de ces derniers. Donc, je vous conseille la lecture de cet article, c'est Jeffrey Reitz, il est vraiment intéressant.
Alors, la littérature, ça fait une bonne 10-15 ans maintenant on a un relatif consensus sur les obstacles à l'intégration professionnelle des immigrants. On sait qu'il y a des problématiques liées à la non-reconnaissance des diplômes étrangers. On sait qu'il y a des problématiques reliées à la non-reconnaissance de l'expérience étrangère. C'est vraiment un nuancé du diplôme et je me rappelle de travaux de Statistique Canada qui datent du début des années 2000, milieu des années 2000, qui disaient que la non-reconnaissance de l'expérience étrangère, c'est vraiment la problématique numéro 1 en fait, pour les personnes immigrantes parce que Statistique Canada notamment a fait certaines recherches qui montraient que la valeur économique de l'expérience acquise à l'étranger pour les personnes immigrantes était nulle sur le marché du travail canadien ou quasi nulle. Donc c'est-à-dire que très concrètement, ça veut dire que les personnes immigrantes peinent à tirer le bénéfice de l'expérience qu'elles ont acquise à l'étranger versus une personne qui aurait acquis cette expérience ici. Donc on voit qu'il y a vraiment un retour sur l'expérience en termes monétaires, là c'était le cas, qui est vraiment différent. Donc vraiment grosse problématique là, la reconnaissance de l'expérience étrangère. Évidemment, il y a des auteurs qui évoquent en fait les pratiques en gestion de ressources humaines qui sont peu adaptées à quelque part la variété des profils des personnes immigrantes. Ça, par exemple, typiquement, quelqu'un comme Marie-Thérèse Chichat explique que l'un des moyens principaux pour les immigrants, pour les entreprises de recruter, c'est le bouche à oreille, mais on sait que les personnes immigrantes ont moins de réseau, fait que c'est sûr que la probabilité de trouver un travail par bouche à oreille, ce qu'on appelle le marché caché, etc., il est moins facile qu'une personne qui a plus de réseau, donc qui est née ici. Donc ça, c'est typiquement des pratiques de GRH qui sont moins sensibles en fait, à la variété des profils des personnes issues de l'immigration et qui donc, quelque part, rendent moins facile le recrutement. Évidemment, il y a la langue, le français évidemment, mais aussi l'anglais qui peut être cité en fait comme un obstacle à l'intégration au marché du travail des personnes immigrantes. Et évidemment, il y a plusieurs travaux qui évoquent la discrimination. Évidemment, toutes ces causes sont des causes qui peuvent être interreliées. Je veux dire, c'est pas c'est ça ou ça, là, c'est ça, mais ça fait écho à ça. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Puis en termes de discrimination, on distingue en général discrimination directe, discrimination systémique. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur ça. Je pense à Marie-Thérèse Chichat, je pense à l'étude de Paul Haid qui a été faite pour le compte de la Commission des droits de la personne, lui qui est vraiment centré sur en fait, ce qu'on appelle la discrimination directe. Donc oui, ça existe, faut pas le cacher. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, vous avez compris que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses et que, encore une fois, nous, on peut pas, nous, une organisation, on est un parmi d'autres qui travaillons sur la question, l'IRIPI, et évidemment, on ne peut pas tout résoudre, c'est pas possible. Donc, il faut faire des choix. Puis, il faut choisir l'angle de la question qui nous semble le plus efficace, le plus porteur, à notre niveau à nous. Vous savez, nous, on n'est pas le gouvernement, on n'écrit pas les lois, on n'est pas un organisme communautaire, on n'a pas le savoir-faire pour accompagner les personnes immigrantes. Nous, on est juste des chercheurs qui sommes sensibles aux besoins de nos partenaires et qui voulons quelque part faire avancer les choses. Donc, avec nos moyens à nous, qui sont encore une fois pas des moyens, on ne peut pas se substituer au gouvernement ou autre, là, mais nous, la façon dont on pose souvent la question, c'est de dire que quelque part, l'intégration des immigrants, c'est une équation avec deux pôles. D'une part, il y a les entreprises, et la question majeure pour une entreprise, c'est... puis moi, je travaille avec des chefs d'entreprise, fait que c'est fondé sur l'expérience que je vous dis. La question, c'est que souvent les chefs d'entreprise se posent, c'est comment est-ce que je peux m'assurer qu'une personne immigrante possède bien les compétences requises pour travailler dans mon entreprise. C'est aussi simple que ça.
Je dis personne immigrante, mais c'est aussi personne non immigrantes. Mais disons qu'on va voir pourquoi, dans le cas des personnes immigrantes, il y a des questions en fait, qui surgissent par rapport à ça. Il faut faire attention quand on parle de compétences parce que on distingue souvent les compétences techniques des compétences douces, ce qu'on appelle les soft skills, et qui sont souvent les compétences douces les plus difficilement évaluables, en fait. C'est ça qui est souvent difficilement évaluable et qui pourtant sont assez déterminantes pour l'embauche. Et donc, ce n'est pas évident d'évaluer les compétences, des compétences douces, c'est ça que ça veut dire. Et en plus, ce qui est important, c'est de voir qu'une compétence, ça n'existe jamais en soi, mais c'est toujours... Ça ne peut pas être détaché du contexte dans lequel on la met en œuvre. Et donc, c'est sûr que quand vous avez acquis certaines compétences dans un contexte, forcément, il y a une question de est-ce que la personne est capable d'appliquer ses compétences ou est-ce qu'elle en dispose vraiment dans le contexte du marché du travail québécois. Donc, en fait, pour une entreprise, cette question des compétences requises, puis de savoir si, comment est-ce que je fais pour détecter qu'une personne immigrante ou une personne tout court a la compétence, comment est-ce que je fais pour valider que la personne a bien les compétences, comment est-ce que je peux m'assurer qu'elle va bien performer et qu'elle va s'insérer dans mon équipe, quoi. Finalement, c'est ça. C'est ça que ça veut dire aussi les soft skills, c'est les compétences relationnelles. Pour les personnes immigrantes, de l'autre côté de l'équation, les questions, elles sont, je dirais, presque symétriques. C'est comment est-ce que je peux faire reconnaître mes compétences? Comment est-ce que je peux démontrer à un employeur ce que je sais faire? Parce que je sais faire des choses. Comment est-ce que je peux faire pour le démontrer à un employeur? Comment est-ce que je peux contextualiser mes compétences? Comme j'ai dit tantôt, une compétence, ça n'existe jamais en soi. C'est toujours relié à un contexte. Mettons, je ne sais pas, j'ai été comptable en France, par exemple. Puis, comptable, c'est différent parce qu'il y a en fait, vraiment des connaissances précises. Mettons, par exemple, j'ai été directeur en France, quelque part. C'est dans un certain contexte. Comment est-ce que je peux faire pour apprendre ce que ça veut dire être directeur ici? Et ça, c'est un contexte différent. Et ces questions se posent. Vraiment, c'est des questions importantes. Et ensuite, c'est comment est-ce que je peux mettre à niveau mes compétences? Par exemple, là, l'exemple du comptable est plus frappant. Bon, je connais le métier de comptable, j'ai beaucoup de compétences associées à ça, mais finalement, peut-être qu'il me manque 3 ou 4 compétences pour exercer le métier de, mettons, comptable ici, ou commis comptable ou autre. Et finalement, qui c'est qui peut m'indiquer exactement les 3 ou 4 compétences qui me manquent? Qui vont être déterminantes pour l'acquisition de ce métier. Encore une fois, comptable, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a un ordre professionnel, mais commis comptable, c'est un meilleur exemple. Comment est-ce que je peux mettre à niveau mes compétences? Comment savoir quelles compétences je dois mettre à niveau? Comment est-ce que je peux trouver le dispositif qui va me permettre de mettre à niveau ces quelques 3 ou 4 compétences dont j'ai besoin qui vont me permettre d'accéder à cet emploi-là? Donc, vous voyez, quelque part, il y a des questions relativement symétriques et qui, souvent, ne se rencontrent pas. Et donc, je pense que là où nous, on peut agir, c'est construire des façons de faire, des outils, des mécanismes, des processus plus objectifs d'évaluation des compétences. Ça, c'est, il me semble, une des clés importantes. On a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur cette question-là à l'IRIPI. On a beaucoup de projets en cours. Si vous souhaitez, je peux les évoquer plus tard. Mais je dirais que c'est quelque chose, la reconnaissance des compétences, l'évaluation des compétences, c'est quelque chose de central. Et travailler sur des mécanismes, des outils plus objectifs d'évaluation des compétences, ça pourra permettre aux employeurs de réduire la marge d'incertitude qu'ils ont. Il y a toujours une part d'incertitude dans une embauche. Et si on dispose d'outils, de processus, etc., qui donnent, je dirais, une validation objective des compétences de la personne, objectif, ça veut dire hors de tout doute. Là, à ce moment-là, c'est sûr que la marge d'incertitude va être diminuée chez les employeurs. Évidemment, c'est intéressant pour les personnes immigrantes aussi parce que cette évaluation des compétences, ces processus objectifs plus efficaces permettront une reconnaissance plus facile, plus efficace des compétences des personnes immigrantes. Alors,
l'autre dimension sur laquelle il faut travailler, c'est faciliter l'acquisition des compétences manquantes aussi. Et ça veut dire, si je fais référence à mon exemple de tantôt, comment faire pour aller chercher les 3, 4, 5 compétences qui me manquent sans devoir nécessairement repasser par l'ensemble d'un programme d'études. Ça, c'est vraiment une clé importante aussi. Les immigrants qu'on fait venir, ils sont diplômés, ils n'ont pas besoin d'un diplôme supplémentaire, puis je peux vous assurer que c'est très rare qu'un employeur vous dise « moi j'ai besoin d'un diplôme je sais pas, moi, en droit ». Non, moi, ce que l'employeur va vous dire, c'est « j'ai besoin d'une personne qui a telle et telle et telle compétence ». Donc, je pense que ça c'est extrêmement important à regarder. Et surtout, la question c'est comment est-ce qu'on peut faire pour permettre aux immigrants d'acquérir ces compétences manquantes sans les éloigner du marché du travail. Parce que ce n'est pas le but de retourner aux études à temps plein. Non, il faut pouvoir à la fois mener l'acquisition des compétences manquantes et, je dirais, une insertion au marché du travail. On ne peut pas s'arrêter de vivre pendant 2 ans pour des raisons financières, pour des raisons parce que c'est pas comme ça qu'on va créer des réseaux nécessairement facilement, etc. Donc, c'est concilier cette idée d'acquisition de quelques compétences manquantes avec le contact avec le marché du travail. Donc je pense que c'est ça en tout cas, c'est ça une direction dans laquelle il faudrait aller. Et évidemment, c'est là où tout ce qui est formation continue, alternance travail-études, etc., stage dans une certaine mesure, là, mais tout ça, ce sont des choses à promouvoir et malheureusement, je dirais que ce n'est pas toujours le cas. Mettons, ce n'est pas toujours facile. Et il ne faut jamais oublier que, évidemment, tous ces processus, tout ce que je viens de dire, ben, ça doit être fait en fonction aussi des réalités des entreprises, d'une part, parce que, in fine, qui c'est qui a le dernier mot pour, quelque part, reconnaître la compétence de quelqu'un? Ben, c'est un employeur. C'est lui qui est un acteur de la reconnaissance. Donc, évidemment, il faut que tout ça soit fait en fonction des réalités et de ses besoins, mais également des besoins et des réalités des personnes immigrantes. Donc on est vraiment, je dirais, face à quelque chose d'un peu symétrique et il faut travailler à quelque part faire le pont entre toutes ces questions-là. Alors je vais terminer, enfin il me reste encore beaucoup à dire, mais entamer la troisième partie de ma présentation et présenter quelques exemples d'actions. J'irai peut-être pas je dirais peut-être pas tout là, mais j'en citerai au moins une qui me semble importante. Comme j'ai dit tantôt, l'IRIPI, c'est une organisation dans le domaine de l'innovation sociale. Alors, l'innovation sociale, c'est quoi? Là, je cite la définition du réseau québécois en innovation sociale qui regroupe beaucoup d'organismes en fait, actifs dans le domaine de l'innovation sociale et qui en fait, a écrit divers documents sur l'innovation sociale et en fait, est arrivé avec cette définition. Une innovation sociale, c'est une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, un nouveau produit, une nouvelle loi, un nouveau type d'organisation qui répond plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini. Une solution qui a trouvé preneur au sein d'une institution, d'une organisation ou d'une communauté et qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. Alors, c'est une définition très longue et dit comme ça n'a pas l'air facile, l'innovation sociale, là, mais évidemment, il faut prendre ça un peu avec des degrés, quelque part, et si on... Pardon. Je reporte. Si on voulait quelque part retenir quelques traits essentiels de cette définition, ce serait de dire que il n'y a pas d'innovation sociale si elle n'est pas pensée pour répondre à des besoins sociaux. C'est pas vrai. Je dirais une innovation sociale, c'est pas de la science fondamentale, là, c'est quelque chose qui doit répondre à un besoin social. C'est quelque chose qui doit trouver preneur, c'est-à-dire qu'une innovation sociale, ça reste, ça doit être mis en action, ça doit être approprié par des gens qui en ont besoin. Ça doit être mis en œuvre presque tous les jours. Le mot qui me vient, c'est ça doit être institutionnalisé quelque part. Et également, ça doit être développé en partenariat. C'est extrêmement important en fait pour... si vous regardez par exemple les gens qui sont présents au RQIS, vous avez des gens aussi différents que des organismes communautaires, des chercheurs, des gens des établissements d'enseignement, etc. Et
cette variété des profils des gens qui sont impliqués dans des projets d'innovation sociale, je dirais que c'est souvent un des traits de l'innovation sociale, c'est que souvent on dit en innovation sociale, on ne travaille pas avec les usual suspects, on ne travaille pas avec des gens souvent qui nous ressemblent. C'est ça qui fait aussi le caractère de l'innovation sociale. Donc ça veut dire que le partenariat est extrêmement important et parce que les problèmes actuels, les problèmes sociaux actuels sont des problèmes complexes, ils nécessitent de mettre autour de la table des gens très différents pour résoudre qui ont des expertises très différentes et complémentaires pour résoudre ces problèmes sociaux-là.